Alexandra Cordier, âgée de 36 ans et anciennement référente départementale LREM du Doubs, a annoncé sa candidature à l'investiture du parti le 21 juin 2019. Membre du cabinet de Jean-Louis Fousseret depuis 2008 et attachée de presse de la ville de Besançon depuis 2016, elle a bénéficié pour cette candidature du soutien du maire sortant. Cependant, le parti En Marche en décidera autrement, avec 8 voix en sa faveur lors de la Commission nationale d'investiture contre 11 pour son concurrent Éric Alauzet. Elle n'est pas retenue par le parti. Elle annoncera officiellement sa candidature le 14 décembre 2019 à la tête d'une liste sans étiquette baptisée Ensemble, sur laquelle figure en dernière position le maire sortant Jean-Louis Fousseret. Sa candidature a pour conséquence d'entraîner son exclusion de La République En Marche le 19 décembre 2019. Elle souhaite apporter sa force et ses convictions pour donner un coup de jeune à la ville de Besançon. Alexandra Cordier, vous vous présentez au municipal de Besançon. Vous avez choisi cet endroit pour commencer cet entretien. Pourquoi cet endroit déjà ? Alors cet endroit en fait il a un sens particulier pour moi puisque c'est le lieu où j'ai eu des belles rencontres avec des œuvres parce que j'ai fait un bac histoire de l'art à Saint-Jean à Besançon. Et donc quand dans ma vie professionnelle il a fallu suivre les travaux de rénovation, je me suis dit c'est super, ce lieu en fait il m'a habité quand j'avais 18 ans et finalement je le retrouve quelques années plus tard à 35 ans. Et je trouve cette transformation merveilleuse et je trouve que c'est un bel endroit pour parler de Besançon. Parler de Besançon, parler de culture aussi. Parler de culture. Ça fait partie de votre programme, justement, on peut toucher quelques mots sur... Bien sûr. Donc la culture déjà, pour moi en tout cas, c'est un des moyens pour s'émanciper, pour grandir, pour s'émerveiller. Et ce musée, finalement, c'est maintenant qu'il fait partie de notre ADN, on redécouvre l'ensemble des collections de Besançon qui sont uniques, qui sont rarissimes. Et voilà, je trouve que c'est important de montrer à vos téléspectateurs, à vos auditeurs que ce musée, il fait partie, il est ancré dans la vie byzantine. Alors, il y a des liens qui peuvent se faire avec votre engagement politique, votre engagement pour la ville déjà ? Eh bien, entre ce musée et puis... La culture, le musée. Alors la culture, oui, ce sera au cœur un petit peu de notre programme. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet que les Byzantins veulent, en tout cas, pouvoir voir grandir. Et donc, concrètement, en matière culturelle, on porte plusieurs projets. Déjà, c'est d'accompagner tout ce qui marche. On a de merveilleux festivals à Besançon. Donc, je parle de Livres dans la boucle, je parle du Swamp Fest, je parle d'autres projets comme ça qui font un petit peu la vie byzantine. Eh bien, on continuera à accompagner l'ensemble des festivals, qu'on soit festival de musique internationale classique ou d'autres musiques, d'autres tendances. Donc on continuera à accompagner la Rhodia, le Bastion, tous ces lieux culturels qui foisonnent. Ça c'est très important. Et puis après, on souhaite aussi aller un petit peu plus loin. Et vous savez que la Maison Colette, lors des dernières journées portes ouvertes, ont vraiment marché. Et ce qu'on souhaite, ce serait, pourquoi pas, de créer un véritable projet en lien avec Colette, en son hommage, pour créer un lieu Colette à Besançon. Alors, peut-être qu'on fera deux, trois pas pour montrer un peu plus ce musée qui a été inauguré pas si loin que ça, dans le temps. Vous étiez présente à côté du président de la République, aussi avec toutes les personnalités de Besançon, de la ville de Besançon. Alors comment vous avez vécu cet événement-là, vous personnellement ? Alors déjà c'était l'aboutissement de beaucoup d'années de travail pour l'architecte Adelphos Caranello et ses équipes et les services de la ville. Donc c'est vrai que c'était déjà une fierté de mettre fin à cette période de travaux. Et puis c'était un peu excitant parce qu'il y avait justement cette redécouverte pour les Byzantins, cette redécouverte pour tous les invités de nos collections qui sont bien plus mises en valeur. Avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient remisées parce qu'il n'y avait pas trop de place d'exposition. Et maintenant, ce musée, il est coloré, il vit, il est vraiment à l'image de la richesse de nos collections. Donc cette journée-là, on l'a vécue véritablement avec beaucoup de bonheur, d'une part pour les Byzantins, et puis le fait que le président de la République soit présent et nous honore de sa présence pour l'inaugurer, c'était justement marquer le coup et marquer la richesse de ce lieu. Alors, on va faire quelques pas. Si on peut aller par là, ouais.
question. Je voulais aussi revenir à ce lien que vous avez avec En Marche, évidemment. Oui. Je pense que vous avez eu la question plein de fois. Oui. Comment vous avez vécu ce désavouement? Je ne sais pas comment vous vivez vous, mais en tout cas, ça donnait cette impression-là, au moment où vous n'avez plus été accrédité par le parti. Eh bien écoutez, déjà c'était forcément une déception, parce que quand on a travaillé pendant longtemps, effectivement, c'était pour moi en tout cas une déception, si je peux le dire comme ça. Après, c'est comme pour tout, il y a toujours un mal pour un bien. Et avec mon équipe, on a décidé justement de continuer ce travail qu'on avait entamé avec les Bisontins pour pouvoir présenter un projet, puisqu'on l'avait véritablement avancé. Donc, En Marche, c'est derrière. En plus, vous allez me dire, c'est facile de le dire maintenant que c'est passé. Mais je crois que ce qui appartient à Paris, ça reste à Paris. Ce qui est à Besançon, c'est à Besançon. Et ce système finalement de commission nationale d'investiture, c'est un petit peu dépassé. C'est des clivages justement que les Français n'aiment plus voir. Et donc nous, on est avant tout Bisontins. Et ce qu'on veut montrer, c'est que ce projet qu'on a conçu pour eux, eh bien, c'est vraiment pour avancer tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre liste Ensemble. Ensemble, oui. Et du coup, vous avez quand même des différences de vision avec Éric Alauzet, puisque vous étiez quand même sur les mêmes valeurs au final, au tout début de cette candidature. Et il y a eu des tentatives de rapprochement avec Éric Alauzet, puisque c'était aussi l'objet, en tout cas, de nos rencontres qui étaient organisées par le mouvement. Maintenant que c'est derrière nous, moi je peux dire qu'avec Éric Alauzet, on ne conduit absolument pas la même vision. En tout cas, ce n'est pas le même rapport aux citoyens que nous souhaitons, et ce n'est pas le même renouvellement que nous appelons. Donc concrètement, demain, on présentera les 57 noms de notre liste et vous verrez, il y a 90% de nouveaux visages et il y a une moyenne d'âge aussi renouvelée puisque la moyenne d'âge de cette nouvelle liste, c'est 48 ans. Donc il y a toutes les générations et je crois qu'avec Éric Alauzet, on ne s'est pas du tout entendu sur ce que représentait un renouvellement du personnel politique pour Besançon. Alors, quels sont les points qui seront différents? Est-ce que vous pouvez pointer une différence sur le programme, sur la vision bisontine, enfin ce que vous allez faire pour la vision? Alors moi je vais vous parler bien sûr de mon programme et le programme qu'on a conçu avec l'ensemble des colistiers. Donc le programme Ensemble, déjà on est dans la continuité de ce qui a été réalisé par l'actuel maire, par Jean-Louis Fousseret, depuis les années 2001. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir, qu'il administre cette ville et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et beaucoup de choses qui sont formidables. Donc on sera dans la continuité de ces politiques-là. J'entends, pour donner des exemples, les politiques environnementales, les politiques sociales. Il est hors de question de toucher à ces politiques qui fonctionnent. Nous souhaitons renouveler le budget qui permet au CCS d'aider les plus démunis, d'aider en tout cas de manière sociale et à offrir un bel accompagnement à tous les Bisontins qui en ont besoin. Donc ça, on ne touchera pas, on sacralisera ces budgets pour le CCS qui fait un travail d'excellence. Et puis, sur les politiques environnementales, vous savez, l'écologie, ça n'appartient pas aux écologistes. À Besançon, ça fait en 10 ans, ce n'est pas par hasard qu'on est 2 fois capitale de la biodiversité. Donc, eh bien, on continuera aussi ces politiques-là, c'est-à-dire de préservation de la biodiversité, si je parle de la Citadelle, qui est un formidable jardin zoologique, ce sera de pouvoir organiser et poursuivre nos programmes de naissance pour les espèces en voie de disparition, puis pouvoir aussi les remettre dans leur milieu naturel. C'est aussi organiser la fauche tardive, parce qu'on n'a pas besoin de couper sans cesse, en tout cas les espaces verts à Besançon. C'est toujours faire ces efforts-là, c'est-à-dire ne rien changer, mais aller plus loin et toujours mettre notre territoire au cœur de la biodiversité et au cœur du réchauffement climatique, c'est-à-dire chercher à être plus exemplaire, chercher toujours à faire des économies. Donc ça, on est dans la continuité. Ensuite, on souhaite aussi être beaucoup plus proche de nos concitoyens, être beaucoup plus proche des Bisontins. Et ça, il y a beaucoup de choses peut-être à revoir. Je crois que la crise des Gilets jaunes nous a tous donné une belle leçon. C'est que parfois, on faisait beaucoup de choses, mais on oubliait l'humain. Donc là, je crois que les personnes ont besoin de comprendre comment sont décidées les politiques, comment un conseil municipal fonctionne, comment on peut l'interpeller
pour pouvoir justement discuter de solutions. Et donc la proximité, c'est un sujet qui nous occupera. On souhaite renouveler donc les conseils de quartier, leur donner peut-être un peu plus d'autonomie financière. On souhaite avoir un conseil des sages et un conseil des bisontins des jeunes un peu plus renouvelé aussi, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'on comprend aussi ce que c'est que la vie d'une cité, comment sont prises les décisions. Et puis c'est aussi avoir un adjoint vraiment dédié à la médiation, parce que les citoyens ont bien le droit de saisir très certainement quelqu'un à la ville quand ça ne va pas. Donc on aimerait à travers cette nouvelle délégation dédiée à la médiation, avoir un dialogue particulier, puis pourquoi pas un droit à l'erreur. C'est-à-dire, vous savez, il y a des bisontins qui nous disent « Ah, je me suis pris une prune alors que je suis restée 5 minutes, 10 minutes, j'avais une petite dépose à faire, un sac, une personne parfois qui circule un peu moins bien que des personnes valides. » Eh bien, voilà, on souhaite accompagner et pourquoi pas proposer un droit à l'erreur, et ce sera le rôle de ce futur adjoint. Et troisième et dernière partie, c'est donc après la continuité et la proximité, c'est d'aller peut-être un peu plus loin aussi dans certains équipements. Donc notre liste, on souhaite être la liste des projets. Donc c'est-à-dire une liste qui propose toujours à la ville de grandir, de s'épanouir, donc de construire des grands projets qui seront utiles à tous. Et on a présenté le stadium, donc implanté sur le campus de la Boulois. Donc c'est un nouvel équipement sportif qui permettrait d'avoir un équipement nouveau, qui permettrait de nous distinguer dans le Grand Est, avec un anneau cycliste, un terrain de basket, du badminton, du volley, des petites boutiques dédiées au sport, des salles de séminaire, bref, avoir un stadium implanté au cœur de la Boulois, là où beaucoup de disciplines sportives sont déjà. Il y a la Cité des Savoirs et de l'Innovation, c'est un bout de centre-ville, c'est 7 hectares, il faut absolument qu'on s'en occupe, il ne faut pas que ça devienne une friche. On a connu ça ailleurs à Besançon, du côté de la Rodiaceta. Donc là, aujourd'hui, Saint-Jacques, c'est l'avenir. Et demain, on commence à construire une nouvelle grande bibliothèque. Et on souhaite, nous, avec notre liste, construire de nouvelles résidences pour les étudiants, de nouvelles résidences pour les anciens, de nouveaux commerces également. Bref, ces 7 hectares en plein cœur de ville, elles doivent vraiment être connectées au cœur de ville actuel, puis ce sera bon pour redynamiser le commerce, redynamiser l'attractivité de notre cœur de ville. Et le troisième projet, c'est un transport par câble. Alors, ce transport par câble, c'est une nouvelle manière de faire, c'est un nouveau mode de transport. À Besançon, on a déjà les bus, on a déjà les cars, on a déjà le tramway, on a plein de modes doux, on a l'autopartage. Le transport par câble, ça se prête énormément à Besançon pour relier le cœur de ville à la citadelle, qui est imprenable, puisque Vauban avait bien fait les choses. Mais l'objectif, ce serait de pouvoir donner encore plus de possibilités aux personnes d'y monter, pour aussi doper les retombées économiques du cœur de ville, doper la fréquentation de la citadelle, qui est un lieu magnifique. Et puis, comme c'est un outil aussi qui est propre, puisqu'il est électrique, notre but, ce serait d'avoir une station supplémentaire, c'est-à-dire de Chamard à la citadelle, partir de la citadelle et aller à la Vèze, au niveau de la voie des Mercureaux. Ça, ces stations, elles seraient très utiles pour les personnes qui viennent du plateau et qui ont un travail en cœur de ville, par exemple. Ils pourraient déposer gratuitement leur voiture, monter dans le transport par câble et descendre au centre-ville. Et ça, ce serait intégré au coût du réseau de transport actuel, c'est-à-dire si vous avez une carte d'abonnement Ginko, vous montez dans le bus, vous montez dans le tram et demain vous pourrez monter dans le transport par câble. Vous n'avez pas eu de peur de ce projet parce qu'on a quand même un peu demandé à des Byzantins leur opinion par rapport à ce genre de projet. Il leur paraît très honnêtement un peu farfelu dans le sens où ils disent tous que c'est vraiment le dernier truc qu'on avait besoin à Besançon. Évidemment, ça fait partie d'un ensemble de choses que vous souhaitez faire, mais vous n'aviez pas peur que justement ce projet prenne un peu la vision du reste des projets Nous, à ces personnes-là, vous savez, et on en a aussi bien sûr connu d'autres quand on a construit le tramway. Le tramway était beaucoup critiqué à l'époque et aujourd'hui je crois que personne n'aimerait revenir à l'époque d'avant tramway parce que le tramway a aéré la ville, il l'a modernisé. Ce transport par câble, il faut bien voir ses vertus. La première vertu, c'est doter un petit peu de voitures dans la Côte de Mort et dans la voie des Mercureaux. Et ça c'est bien parce que il faut toujours rechercher à baisser, à faire du report modal et à baisser la part de la voiture. Le deuxième avantage, c'est d'offrir une accessibilité à la citadelle. Aujourd'hui, la citadelle, c'est très compliqué d'y monter.
les routes sont forcément un petit peu sinueuses, c'est très haut, ça monte, c'est pas très évident. Donc c'est une solution supplémentaire pour aller sur ce site merveilleux, sur ce site historique. Et la troisième vertu, c'est des retombées économiques pour notre territoire. S'il y a une telle attractivité, parce qu'un transport par câble, c'est aussi ludique, il y a beaucoup de personnes qui le prendront pour découvrir les vues superbes sur Besançon. Donc il faut voir cet outil comme au milieu de plusieurs politiques. La politique de transport, on monte un petit peu de voitures dans Besançon. C'est aussi la possibilité pour la citadelle d'être mieux desservie, donc ça c'est important. On accompagne notre politique touristique et puis c'est aussi bien sûr une manière de se transporter. Donc dans chaque télécabine, il y aura 30 places et je crois que ce sera très sympa pour les Bisontins d'offrir une nouvelle vue un peu inédite sur notre ville. Donc c'est une carte d'identité supplémentaire. Alors on va parler du transport maintenant. Le transport doit-il être gratuit parce qu'il y a des candidats qui le proposent évidemment. Comment vous positionnez-vous là-dessus, sachant qu'il y a une forte demande de gratuité, pas seulement pour les jeunes, pas seulement pour les personnes âgées, mais pour l'ensemble de la population? Alors la gratuité des transports, nous on est contre. C'est-à-dire que la gratuité, il y a toujours quelqu'un qui la paye. Et donc on pense que c'est quelque chose en tout cas qui n'est pas envisageable. La communauté urbaine à Besançon, donc les élus du Grand Besançon, ont déjà réfléchi et étudié cette opportunité et c'est pas possible. La gratuité du réseau intégral, ce serait l'équivalent de 12 millions d'euros par an. Dans une mandature, il y a 6 années. Donc vous imaginez multiplier 12 millions d'euros fois 6 ans, c'est vraiment un gap en tout cas pour les finances de l'agglo. Donc pas de gratuité pour nous, je comprends que d'autres candidats puissent la proposer, mais moi je m'interroge, il faudrait qu'ils nous expliquent ces candidats comment ils font pour financer cette gratuité. Ensuite, nous, on souhaite en tout cas pouvoir offrir la gratuité autrement, c'est-à-dire pour les publics de moins de 11 ans. Donc c'est les enfants. Alors pourquoi? C'est très certainement pour accompagner aussi les sorties scolaires, c'est favoriser justement les lieux culturels. Si un instituteur peut organiser une rencontre, une sortie avec ses élèves et bénéficier du tarif gratuit, on offre en tout cas accès à la culture, on offre accès aux enfants à tout plein d'établissements, que ce soit le musée, que ce soit la patinoire, que ce soit un gymnase, que ce soit le palais des sports. Voilà. Nous, la gratuité, elle sera uniquement pour les personnes, les petits qui ont moins de 11 ans. Et déjà, ça, c'est une mesure qui coûte un petit peu d'argent. Elle coûte environ 400 000 euros par an. Mais ça, c'est finançable et c'est réaliste pour le budget de l'agglomération. On va continuer à faire quelques pas. Justement, j'allais parler d'Anne Vignon qui était à la tête de ce programme, qui a été félicité même par Jean-Louis Fousseret pour son engagement, en avouant quand même que voilà, c'est une politique qu'il faut continuer. Vous avouez quelque part aussi le bienfait de sa présence dans le centre de la municipalité. Donc maintenant, vous la retrouvez en concurrence pour ce poste. Alors comment vous voyez déjà tout cela et puis comment vous allez travailler? Est-ce que vous allez travailler? Est-ce que c'est envisageable par la suite peut-être voir des alliances ou des choses sur des points communs? Alors avec Anne Vignon, déjà il faut louer ce travail-là qui a été fait par Jean-Louis Fousseret et ses équipes. C'est vrai qu'en matière d'environnement, en matière de développement durable, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. J'en parlais tout à l'heure et c'est vrai qu'il est hors de question de changer ce qui marche. Donc on continuera à préserver notre eau, à préserver notre biodiversité, à encourager toutes ces politiques justement de préservation des espèces. Travailler après avec Anne Vignon, on ne représente pas tout à fait les mêmes idées, vous le savez. Elle est candidate Europe Écologie Les Verts, je suis candidate sans étiquette. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne fera pas d'écologie. Même dans notre programme, on a énormément d'actions qui sont dédiées à cette politique-là, puisqu'on veut encore aller plus loin. Donc travailler avec Anne Vignon, je ne sais pas. Après,
j'ai envie de dire que le meilleur gagne, en tout cas pour ce premier tour qui se déroulera donc le 15 mars à Besançon. Mais sachez que dans la liste Ensemble, qui est une liste sans étiquette avec beaucoup de compétences, on a à cœur la politique environnementale et on n'a peut-être pas besoin d'Anne Vigneault tout de suite. On a parlé un peu des Gilets jaunes, évidemment, vous savez bien, on allait parler de ce sujet-là. Alors, il y a plusieurs aspects dans les manifestations des Gilets jaunes depuis quelques temps, qui durent depuis plus d'un an d'ailleurs. Il y a l'aspect des gens qui ne se sentent pas entendus. Ils demandent tous le RIC. Ce RIC, ça serait une forme pour eux d'être entendus, écoutés et puis surtout de participer à la démocratie d'une ville. Est-ce que le RIC serait envisageable pour vous dans la municipalité ? Alors, on n'est pas parti sur cette solution-là. On est parti sur une vraie proximité à retrouver avec nos citoyens. Donc, pour ça, on proposerait, par exemple, je parlais des conseils de quartier. Ça, c'est vrai que c'est une instance de démocratie participative qui marche très bien. Et donc, ça a peut-être un peu moins marché ces dernières années. C'est pour ça qu'il faudrait retrouver une nouvelle forme de participation citoyenne entre ces décisions qui sont prises par la mairie, et les citoyens. Donc la première mesure, c'est renouveler cette démocratie participative, que ce soit le conseil des jeunes, le conseil des Bisontins des jeunes ou les conseils de quartier. Après, sur la politique environnementale, on souhaiterait créer ce conseil du développement durable, c'est-à-dire une fois, ce serait saisir ce conseil à chaque fois que c'est nécessaire pour parler des politiques et des décisions qui sont prises par les élus de Besançon. Et donc concrètement, ce conseil, il pourrait regrouper les associations de défense de l'environnement, la SPA, le conseil de la forêt. Voilà, ça pour nous, c'est vraiment impliquer les citoyens dans ce qui peut être fait en matière d'environnement et d'écologie. Donc il n'y a pas de RIC, mais il y a une autre forme de participation citoyenne qui est encadrée dans le cadre de conseils. Alors ma question maintenant, je vais aller plus loin par rapport à ces manifestations. Je pose cette question à tous les candidats, même si ce n'est pas réellement lié à la municipalité, mais votre opinion, est-ce qu'il y a des violences policières aujourd'hui ou pas? Parce que cette question se pose, elle se pose, bien sûr, on connaît bien la réponse du ministère de l'Intérieur, du gouvernement, mais c'est aussi par rapport à ceux qui l'ont vécu et à Besançon, il y a eu plusieurs situations qui ont été largement médiatisées. Comment voyez-vous les choses aujourd'hui par rapport à ça? Alors, la violence policière, c'est vrai que moi, de mon point de vue, je n'ai pas forcément à la commenter puisque c'est une histoire, en tout cas, qui relie plus les services de police avec les citoyens qui ont été touchés. On peut avoir une opinion. Voilà. Pour autant, sur ces violences, moi, je n'ai pas forcément d'avis comme ça à vous donner devant vos caméras, puisque, encore une fois, c'est quelque chose qui doit être traité entre la justice et les personnes qui ont été victimes, ou qui sont présumées victimes, en tout cas, de ces violences. Donc, pour moi... Vous n'avez pas de réponse par rapport... Il n'y a pas ou pas? Oui ou non? Moi, en tout cas, je ne connais pas assez bien les cas que vous évoquez. Oui. Alors, du coup, votre opinion par rapport à ces manifestants, parce qu'ils se sont, donc, je me fais un peu porte-parole sans vouloir, c'est juste je retransmets leur témoignage, ils se sentent méprisés, pas écoutés et surtout pas considérés En Marche, maintenant vous n'êtes plus dans ce mouvement, mais quelque part vous avez été pendant longtemps et la question se pose, est-ce que votre vision par rapport à ces manifestants, comment vous les voyez aujourd'hui? Les personnes ont le droit de manifester, ça c'est sûr, et c'est ce qui se produit régulièrement. Et je pense que, en tout cas, si il y a du bon sens, chacun doit pouvoir manifester là où il le souhaite et respecter aussi, à contrario, quand le préfet donne quelques consignes. Je pense que c'est toujours bienvenu de respecter ce qui a été énoncé. Après, sur le besoin de manifester, c'est un droit, donc il est bien normal en tout cas que les personnes qui ne sont pas contentes puissent exercer ce droit. Et je crois qu'en France, c'est en tout cas le cas où... On va peut-être faire un petit pas. Nous venons
de visiter ce musée qui est très aimé par la population. Maintenant, nous retrouvons cette place de la Révolution. Place de la Révolution qui connaît depuis plus d'un an, comme vous l'avez évoqué, les manifestations des Gilets jaunes. Mais place de la Révolution où il y a aussi des enseignes, des commerces. Alors, il y a un commerce qui vient de disparaître et qui vient de partir tout simplement. Vous avez peut-être suivi aussi les échanges de tweets entre des candidats. Bon, on ne va pas peut-être entrer dans ce jeu des tweets, mais voilà, il y a des espaces qui se créent et aussi des commerçants qui, on a un peu discuté avec eux, il y a certains qui sont contre le tram, ils disent que le tram nous a appauvris. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les commerçants, pour les petits commerçants qui sont au centre-ville ? Alors, la redynamisation du cœur de ville, c'est vraiment un sujet aussi qui est important puisque c'est la vitalité, c'est le poumon d'une ville en fait, le cœur de ville. Donc il faut absolument s'y attarder. Alors, il y a des mesures vraiment à court terme. Pour redynamiser le cœur de ville, c'est donner envie. La première des solutions, c'est donner envie aux personnes d'y revenir. Et donc, nos propositions avec la liste ensemble, ce serait de rendre gratuit le stationnement entre midi et 2 pour favoriser justement les commerçants de bouche. Donc, quand on veut prendre un plat du jour, eh bien, on n'aura plus le coût du stationnement associé à la petite pause méridienne. Ça, c'est important. Et pour avoir consulté énormément de commerçants à Besançon, ils nous ont dit faites quelque chose pour nous, on a besoin d'avoir de la fréquentation et donc la gratuité du stationnement, c'est vraiment une mesure qui a été en tout cas plébiscitée. Donc nous y répondrons. Deuxième autre mesure en matière de stationnement qui reste un levier pour faire venir du monde en cœur de ville, c'est créer un tarif lisible le week-end. Donc en gros, le tarif c'est 1 € du vendredi soir 19h au lundi matin 9h. 1 € pour faire venir du monde également en week-end. Donc ces deux mesures de stationnement, c'est destiné à faire revenir des clients dans les commerces du cœur de ville en semaine et le week-end. Ça, c'est les premières petites mesures très concrètes. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, en matière de commerce, notre objectif, ce serait aussi la mairie, de pouvoir réaliser ce lien entre les propriétaires des baux commerciaux et puis d'éventuels porteurs de projets. Donc il y a toujours cette volonté d'accompagner les porteurs de projets pour voir un maximum de boutiques pleines et pas vides. Et puis aussi la fusion des offices de commerce et de tourisme, à notre avis, ce sera une manière d'accompagner un peu plus, de manière cohérente, ces deux politiques-là qui sont très imbriquées. Et puis, le cœur de ville, c'est des animations. Si on veut avoir du monde, il faut aussi avoir de l'offre et donc créer de nouvelles animations. Très concrètement, le marché de Noël qu'on connaît aujourd'hui a vécu. Il faut recréer deux nouvelles festivités à Noël et donc on proposerait d'organiser ces festivités sur un mois. Donc on appellerait ça décembre en fête. Le but c'est vraiment d'avoir beaucoup d'activités, beaucoup d'animations durant ce mois de décembre autour de Noël et de cette fin d'année. Alors on va faire quelques pas pendant qu'on parle. Je vous laisse continuer par rapport aux mesures que vous proposez pour les commerçants et aussi par rapport à la réaction du tram justement, comment vous avez vécu ça aussi. Eh bien pour moi le tram il est vraiment intégré maintenant à la ville puisque nous avons près de 60 millions de voyageurs qui ont emprunté ce tramway depuis sa mise en service le 30 août 2014. Donc on ne peut pas dire que ce tramway soit inutile, au contraire, il transporte beaucoup de personnes chaque jour, chaque année. Et je crois que bénéficier d'un tramway, aujourd'hui dans une ville comme la nôtre, c'est aussi la marque d'une vitalité, c'est la marque d'une ville qui fonctionne bien. Et je crois que des enseignes aussi parfois choisissent de venir s'implanter à Besançon parce qu'il y a aussi la qualité du réseau de transport en commun. Il y a un déficit aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi quelques calculs que vous avez fait par rapport à tous les investissements, que ce soit dans le transport, le téléphérique comme vous l'avez annoncé, aussi toutes les mesures que vous proposez, je pense qu'il y a des chiffres qui sont derrière. Comment vous pensez, vous, améliorer ce déficit ou comment vous allez gérer ça ? Alors tous ceux qui connaissent bien le transport public, tout le monde sait que ce sont effectivement des politiques qui coûtent cher et des politiques qui sont rarement rentables. Donc l'objectif d'un maire, c'est bien de proposer aux personnes de multiples solutions pour éviter de prendre sa voiture. Et quand on n'a pas de voiture, c'est proposer des solutions pour pouvoir se déplacer. Parce que derrière, il y a la vie sociale, il y a le lien social, il y a les activités. Donc ce tramway, personnellement, je suis très très fière qu'il existe. Et c'est vraiment un résultat, en tout cas
une politique qui est vraiment à souligner dans le bilan de Jean-Luc Fousseret et de son équipe. Le tramway a transformé, modernisé notre ville et il est utilisé et c'est le principal. Alors, pour les mesures, le reste des mesures que vous vouliez annoncer par rapport aux commerçants, vous avez encore d'autres... Oui, alors les commerçants aussi, pour les jeunes qui fréquentent le centre-ville, notamment lors des journées, les soirées étudiantes, on aimerait créer 2 nouveaux services. Un nouveau service pour eux, pour les étudiants, et peut-être aussi les moins jeunes, mais un service de nuit, de navette, qui puisse ramener une personne à son domicile. C'est-à-dire souvent quand on quitte d'une soirée le centre-ville, à 23h, à minuit, à 1h du matin, il n'y a plus de transport en commun. Donc ce qu'on veut, ce serait de créer un nouveau service à la demande de navette. Donc c'est-à-dire avec une application, le chauffeur peut rentrer les adresses des personnes qui veulent rentrer chez elles sur Besançon et c'est l'application qui lui calcule le meilleur itinéraire pour ramener les personnes. Un Uber collectif, on va dire ça comme ça. Ça c'est le premier service. Le deuxième service, ce sont aussi des petites navettes électriques qui, avec un circuit bien prédéfini, pourquoi pas de Battant jusqu'à la cathédrale Saint-Jean, c'est un circuit qui est proposé aux Byzantins et qu'on peut arrêter à la demande. Donc ce n'est pas un service de navette, on va dire, un petit peu strict ou qui s'arrête aux arrêts de bus. Non, c'est un service que vous pouvez arrêter à la demande et vous pouvez monter dedans s'il y a de la place. Et ça, c'est des navettes gratuites, électriques. Et pour le cœur de ville, pour les commerçants, c'est très important. Alors, ça me permet de rebondir sur un autre sujet qui est très important pour nous, surtout pour les femmes. Et donc, j'ai envie de parler de l'espace public et la sécurité des femmes dans l'espace public. Je donne toujours cet exemple, au Canada, à Montréal, des chauffeurs de bus s'arrêtent entre 2 lignes le soir à une certaine heure, peut s'arrêter à la demande d'une femme parce que ça la rapproche de sa maison. Ça, c'est aussi une cause, un effet des agressions sexistes, etc. Est-ce qu'on peut rendre cet espace public un peu plus adapté aux femmes et travailler pour éviter ce genre d'agressions envers les femmes ? Bien sûr. Moi, je crois que sur cette délégation de défense des droits des femmes, ça, il faut souligner ça aussi. Cette délégation, elle existe à Besançon depuis 2014. Donc, bien avant que tout ce qu'on connaît aujourd'hui arrive. Donc, notre maire avait créé cette délégation justement pour prendre en compte tous ces besoins qu'ont les femmes dans l'espace public, dans leur représentation. Parfois, il faut les aider. Donc, cette délégation, elle existe à Besançon et avec la liste Ensemble, elle perdurera. Donc, une délégation dédiée aux droits des femmes, aux discriminations, existera toujours en 2020 si nous sommes élus. Sur l'espace public, maintenant, c'est vrai que l'éclairage public, par exemple, participe énormément au sentiment de sécurité. Et oui, donc concrètement, nous avons aussi la volonté, en tout cas, d'offrir beaucoup plus de sécurité dans l'espace public, que ce soit à Planoise ou en cœur de ville ou dans tous les autres quartiers. Et donc, ça correspondra très certainement aux besoins des femmes. Mais en tout cas, on développera tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'agression et moins d'agression. Ok, alors je vais parler de Planoise maintenant. On a parlé de Planoise seulement quand il y avait des situations assez graves. Alors en discutant avec des habitants de Planoise, ils se retrouvent un peu désarmés devant les violences, mais surtout ils sont très embêtés par rapport aux médias qui font un travail de sape par rapport à leur image, à ce qu'ils nous disent. On arrive avec les caméras seulement quand, c'est pas notre cas, mais il y a des médias qui arrivent seulement quand il y a des fusillades ou quand il y a des choses qui sont graves. Est-ce que la mairie peut faire quelque chose, la nouvelle municipalité pourrait faire quelque chose, déjà pour améliorer la sécurité, ça c'est évident, mais surtout pour se séparer de ces images négatives, ces images à répétition et leur donner la possibilité d'exister en tant que quartier comme tous les autres quartiers. Je rappelle que les lieux de deal, de drogue, c'est pas seulement Planoise, c'est partout. Et la police le dit, tout le monde le dit, mais pourtant on stigmatise ces quartiers. Alors on y voit parfois un peu de mépris de classe, ou un peu de racisme, etc. Comment la nouvelle municipalité pourrait s'inscrire dans ce travail-là ? Vous l'avez dit, la stigmatisation du quartier de Planoise, ça fait mal.
parce qu'il se passe des choses merveilleuses. Moi j'ai pu rencontrer bien sûr des entrepreneurs, des personnes qui étaient talents des cités, beaucoup de commerçants, beaucoup de jeunes qui aiment leur quartier et qui veulent continuer à l'aimer. Et donc je crois qu'il faut parler autrement de ce quartier qu'à travers ces faits de délinquance. Mais pour autant, il n'y a pas de baguette magique, c'est très difficile de régler tous les problèmes d'un coup d'un seul. Donc, bien sûr, il faut travailler ces mesures de sécurité, de tranquillité publique, et il faut continuer à coopérer avec la justice, avec la police nationale, avec la gendarmerie, pour faire en sorte que ces trafics soient les moins nombreux et posent le moins de problèmes. La coopération entre services de police, c'est très important. Deuxième solution, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'effectifs de la police nationale sur les quartiers qui posent problème, mais aussi qu'ils soient déployés dans tout Besançon. Ça, c'est un travail aussi, c'est le travail du maire d'aller défendre, en tout cas, ses effectifs à Paris et dire à Besançon, nous avons besoin, peut-être ponctuellement, et des fois de manière plus pérenne, d'effectifs supplémentaires. Et puis pour notre police municipale, parce qu'un maire gère aussi des policiers municipaux pour assurer la sécurité des administrés, assurer un lien de proximité, eh bien ces policiers municipaux, avant de parler de gonfler les effectifs, parce que des fois ce n'est pas forcément la solution, il faudrait aussi revaloriser leur travail. Donc en gros avoir des meilleurs salaires pour qu'ils puissent travailler en toute sérénité au service des Bisontins. Et je ne vais pas être la candidate qui va promettre beaucoup plus d'effectifs. Je suis plutôt à dire qu'il faut aider déjà les policiers qui font excellemment leur travail, et ensuite on regardera à ajuster, pourquoi pas, d'autres services. Nous, notre liste, on souhaite créer un service, un dispositif supplémentaire qui est des brigades canines. Parce que souvent le chien fait force d'autorité par rapport à des situations. Et donc au lieu de créer 20, 30, 40 effectifs supplémentaires comme d'autres de mes homologues candidats à la mairie, nous on souhaiterait peut-être créer un nouveau service, des brigades canines, et ensuite progressivement regarder comment ça se passe. Alors, vous armez la police municipale, vous ? Alors, l'armement, il n'est pas systématique pour notre liste. L'armement, il sera progressif et cet armement, il sera aussi encadré. Donc j'ai rencontré aussi la police municipale qui m'ont fait part de leur souhait d'être armés. Et on ira progressivement. Cet armement, ce qu'on souhaite déjà dans un premier temps, c'est qu'il puisse être fait dans le cadre de patrouilles mixtes, police nationale, police municipale. Ça nous paraît être un premier palier. Après, on regardera dans le cadre d'un projet de service avec l'ensemble des policiers municipaux ce qu'il faut faire pour être le plus performant avec la population et leur assurer une tranquillité tous les jours, parce que le but, c'est qu'il n'y ait pas de tolérance par rapport aux actes d'incivilité. Alors, il y a pas mal de personnes qu'on a interrogées là-dessus, nous parlent de démagogie parce que la situation ne pourrait pas être améliorée juste parce qu'on a eu un pistolet supplémentaire. On est devant des personnes qui ont des kalachnikovs, on est devant des situations où il y a certainement manque de présence policière, on nous l'explique. Donc pour vous, ça va jouer à améliorer la sécurité ? C'est pour ça que c'est la coopération entre tous les services de police qui fera qu'on pourra assurer une sécurité complète à nos concitoyens. Ça, c'est pas uniquement le maire avec sa police qui va révolutionner et assurer la tranquillité publique. Je pense bien au contraire qu'il faut chacun, à notre niveau, le préfet, le procureur, le maire, on doit pouvoir travailler tous ensemble et faire en sorte de mettre aussi toutes les données qu'on dispose au service de cet objectif global qui est la sécurité publique. J'avais envie de toucher aussi un petit mot par rapport aux personnes qui sont à la rue. Donc vous connaissez très bien, il y a des associations qui s'occupent des personnes à la rue, oui. Que ce soit des personnes réfugiées ou pas, tout simplement. Il y a eu une situation où un bras de fer s'est installé entre cette association Solidarité Migrants Réfugiés et la mairie qui a demandé leur expulsion d'un local qu'ils avaient pris, ouvert et puis occupé. Alors, il y a eu aussi un arrêté anti-mendicité qui a fait les grands titres. Mendicité agressive. Agressive, ouais. Voilà. Donc qui a fait quand même les grands titres des journaux où pas mal de personnes n'ont pas compris réellement pourquoi on attaquait ce problème comme ça, si frontal et puis un peu agressif, justement. Ils le sentaient en tout cas comme ça. Est-ce que c'est possible
dans la nouvelle municipalité de trouver des solutions pour les personnes qui se retrouvent à la rue. Ils appellent le 115, il n'y a pas d'endroit pour les héberger. Donc hébergement d'urgence, je ne parle pas d'hébergement. Voilà, hébergement d'urgence. Est-ce que la municipalité peut intervenir dans ce cas-là et puis est-ce qu'elle peut travailler avec ces associations qui font tout pour que ces gens-là se retrouvent plus à la rue? Bien sûr, et vous savez que dans mon équipe, il y a des personnes qui ont travaillé sur ces politiques directement, ces politiques sociales, d'accompagnement, d'hébergement d'urgence. Et en tout cas, c'est une valeur qui sera prépondérante dans notre action. Et donc, accueillir les plus démunis, faire en sorte que le service du 115, en lien avec tout ce qui peut exister d'autre, parce qu'il y a plein de services, c'est peut-être d'ailleurs un peu trop, parce qu'il y a beaucoup de services parfois qu'on ne connaît pas. Mais je crois que c'est plutôt à la mairie de faire connaître tout ce qui puisse exister, tous les services que peuvent saisir les personnes en difficulté. C'est à nous de bien accompagner ces politiques-là. Et donc sur l'accueil des personnes en difficulté, il y a des places d'hébergement d'urgence. Est-ce qu'il n'y en a pas assez? C'est aussi une réflexion à mener avec tous les acteurs, les associations, la préfecture, les associations de défense aussi des femmes qui sont souvent touchées. Donc pareil, c'est une action coordonnée qu'il faut mener et qu'il faut aussi peut-être donner un peu plus de visibilité. Ça, c'est important. Alors, dernière chose, si on peut regarder la caméra, et je dis ça à tous les candidats, est-ce que c'est possible d'imaginer une personne qui ne vous fait pas confiance et qui se dit peut-être vous n'avez pas assez d'expérience. À cette personne-là, qu'est-ce que vous lui direz pour la convaincre de vous voter? Eh bien écoutez, si la personne en tout cas est en face de moi et me dirait que je suis trop jeune pour cette fonction, je dirais deux choses. La première, c'est que je connais peut-être moins le métier de militant. J'ai pas été une militante politique, j'ai pas été non plus députée. En revanche, la mission, le métier de maire, je sais ce que c'est puisque pendant plus de 11 ans, j'ai accompagné le maire actuel, Jean-Louis Fousseret, dans ses missions, dans ses représentations locales comme nationales. Et donc, grâce à cette expérience en mairie, je connais vraiment tous les dossiers. Puisque j'avais un portefeuille assez large sur la voirie, l'urbanisme, le commerce, sur le développement durable, l'eau, l'assainissement. Et puis j'ai aussi géré les 3 dernières années les relations presse de la ville de Besançon. Donc ces missions de maire, je les connais et je crois que ce qu'il faut dire, c'est que un maire, il doit être efficace, il doit être proche de ses citoyens. Et avec l'équipe d'ensemble, ce qu'on souhaite, c'est apporter cette expertise, apporter encore un territoire qui grandisse. Et donc, nous serons les personnes qui, avec la liste Ensemble, mes colistiers, représenteront un maximum de Bisontins.